Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous le savez, comme chaque vendredi ici même dans Ça fait débat sur Télé Sud. Merci de votre fidélité, merci aussi de réagir, vous savez, comme chaque semaine sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat, vous êtes de plus en plus nombreux et bien sûr évidemment je vous en remercie infiniment. Vous savez, c'est un rendez-vous d'actualité, ici même de décryptage, d'analyse et puis parfois aussi allons-nous polémiquer. Et au sommaire, c'est parti, l'actu qui a secoué la semaine. Allez, dans le cadre de cette première partie de cette émission, le flou total sur l'état de santé du président Bouteflika, a-t-il encore un avenir politique? On en parle ici dans Ça fait débat. Une situation qui rappelle la disparition puis la réapparition du président algérien en 2005. À quoi joue la France, notamment concernant la communication? En Tunisie, de violents affrontements entre le gouvernement et les salafistes vers une crise politique. Est-ce que c'est la question qu'on pose dans Ça fait débat? Et puis les affrontements ont fait au total, rappelons-le, un mort et 18 blessés. Le gouvernement est-il responsable? La tournée africaine de Barack Obama, c'est une première véritable main tendue à l'Afrique. C'est la question qu'on pose. Et puis là, entre la question qu'on pose et puis surtout quel est le but de cette tournée? Pourquoi ne se rend-il pas au Kenya? Ah, pays de son père. Est-ce qu'il veut éviter les sujets qui fâchent? On en parle ici dans Ça fait débat. Et enfin, vous connaissez les Yabon Awards, les Indivisibles. C'est la 5e édition cette année. Le racisme toujours aussi présent entre Caroline Fourès, qui a reçu un des awards, vous savez, l'année dernière, et qui s'en prend à Rokhaya Diallo, qui était l'ancienne présidente des Indivisibles. Et puis on posera nous ici la question, quelle évolution de ces propos racistes dans notre société, ici même dans l'Hexagone? Et on en parle. Et enfin, en deuxième partie de cette émission, nous recevons le jeune président Abdoulaye Jourdan, qui est le secrétaire général des rassemblements des jeunes Maliens ici. Il a décidé de boycotter les élections au Mali. Il appelle ici, et on le verra ici même, on en débattra avec lui. Vous aurez le loisir de le découvrir dans la seconde partie de cette émission. Allez, Ça fait débat, vous le savez, la devise n'a pas changé. En toute liberté d'expression, c'est parti. Ça fait sourire notre ami Mamoutal. Et bien sûr, c'est la devise ici même. La devise de Ça fait débat, c'est en toute liberté d'expression. Eh oui, et c'est vrai, ça n'a pas changé. Il a bien appris sa leçon, absolument. Allez, pour débattre et pour surtout, et puis surtout, pour parler librement, Louis Quemaillou, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Comme chaque vendredi à 23h, il est dispo. Tu arrives à peine? Oui. Ce qui m'étonne, ce qui me surprend, pas fatigué, bien, il rentre à peine d'Afrique de Bamako et il est déjà opérationnel. On se demande parfois de quel miracle tu tiens tout ça. Parfois, il suffit juste de se reposer un peu pendant le vol. Une fois faut-il que ce soit confortable encore? C'est vrai. C'est vrai, hein. C'est pas le cas. Je ferai pas de la pub pour certaines compagnies qui, elles, nous font la misère. Enfin, face à Louis Quemaillou, nous avons Richard Joffo. Il est journaliste et puis consultant en communication politique. C'est ça. Absolument. Entre autres, oui, bien sûr. Entre autres aussi. Ouais. Pourquoi vous avez d'autres activités? Oui, on se connaît bien avec lui. Je produis des émissions de télévision, je fais de l'ingénierie média. Absolument. Pas mal de Merci d'avoir accepté notre invitation, Richard, ici pour débattre. Vous le savez, ici sans langue de bois, sans rien, et on peut taper, il n'y a pas de souci. Hein. La liberté d'expression, vous le confirmez, hein? Absolument. Plus que jamais. Oui. Bon, rassurez-moi, parce que sinon, moi, on va quand même voir ça. Hein. À ses côtés, Mamoutal. Mamoutal, il est un acteur politique au sein de l'UMP. Je le dis tout doucement. Non, je rigole, Mamoud. J'en ai pas honte. Mais je sais bien que vous n'en avez pas honte. Et puis surtout, vous êtes délégué national des jeunes UMP. Et ce fut une période même d'ailleurs, vous étiez candidat à la présidence des jeunes UMP. Alors je le suis toujours. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité, mais en attendant un nouveau calendrier pour ces élections, donc en stand-by. Ouais, ça va être compliqué ou pas? Pour vous? On verra. Ce sera une première d'ailleurs, un jeune noir à la présidence des jeunes UMP. Moi je ne vois pas ça, de cette façon-là, je vois plutôt un jeune militant UMP qui a... J'aime bien Mamoutel, comment vous jouez sur les mots. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Après tout, Obama, il l'accepte, lui, il dit, il est noir, et c'est le premier président... Mais je l'accepte totalement, ouais. Je suis noir, je suis franco-sénégalais, et si vous répertoriez à mon blog qui est Inspirer une génération, inspirer EZ d'une génération.fr, je dis très clairement d'où je viens, d'où je suis, ce que j'ai envie de donner à mon pays, la France, au parti dans lequel je fais partie, l'UMP. Et voilà, je ne renie... Et vous manque Sarkozy? Beaucoup. J'adore. Et beaucoup, énormément. Allez, c'est le débat de ce soir. Mais bon, on va commencer par justement... sur l'affect, le exact. Je vois Sarkozyste, il y a le tampon, hein, Louis. Hein. Il a le tampon qui est marqué par Sarkozy. Je suis pas sûr que les deux qui briguent aujourd'hui la présidence de l'UMP soient du même avis. Je ne suis pas certain qu'il leur manque tant. Exactement.
On verra. Allez messieurs, c'est le flou total, vous le savez, vous avez suivi l'actualité un peu comme nous, vous pouvez réagir, je vous le rappelle à vous tous, ceux qui nous regardez, celles et ceux qui nous regardent ce soir, vous pouvez commenter, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, à réagir et à commenter sur la page Facebook Ça fait débat. Et merci infiniment. Le flou sur l'état de santé du président Bouteflika a-t-il encore un avenir politique? C'est la question qu'on se pose, mais avant tout, je vous propose de regarder ce premier sujet par la rédaction de Télésud. Abdelaziz Bouteflika est sorti ce mardi de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris dans la plus grande discrétion. Le président algérien, 76 ans, aurait été transféré à l'Institution nationale des Invalides dans un appartement de convalescence. Le chef de l'État algérien était hospitalisé depuis plus de 3 semaines. Un blackout qui avait relancé de plus belle les conjectures dans la perspective de l'élection présidentielle prévue dans moins d'1 an. Les appels se multiplient en tout cas en vue de l'application de l'article 88 de la Constitution sur une procédure d'empêchement du président. Vous l'aurez compris, le blackout sur la santé de Bouteflika qui inquiète toute l'Algérie. La population est inquiète, la rue est inquiète, les médias locaux algériens sont inquiets, ils n'y comprennent absolument rien. Alors c'est vrai que ma première question pour commencer à débattre et surtout à décrypter ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Parce qu'il est important de comprendre ces zones d'ombre sur l'état de santé de Bouteflika. D'abord, première question, est-ce qu'il est gravement malade? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'il est gravement malade ou pas du tout? Ce qui est certain, c'est que c'est un monsieur assez âgé. Hein. Il n'est pas de la première jeunesse, donc sa santé est plutôt fragile. Il est en France pour se faire soigner, mais je ne comprends pas cet état de psychose que l'on crée autour de son état de santé. Ce n'est qu'un être humain, on peut tous avoir des problèmes de santé. Cela lui arrive aujourd'hui. Il est à la tête de l'État algérien. On parle beaucoup des 250 Alors, milliards pardonne-moi, et moi je vais polémiquer, pardonne-moi Louis Comayou quand même, allons-y, bien sûr, mais il s'agit quand même d'un président d'État algérien, c'est le chef de l'État. Bien sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter, bien sûr qu'il y a lieu même d'ailleurs une psychose autour de ce personnage qui est un personnage d'État, qui est le premier personnage de l'État. Oui. Et c'est le président de la République. Donc la population algérienne, bien sûr qu'elle doit être en psychose. Vous voulez qu'on fasse un petit parallèle? Je me souviens de quelqu'un ici qu'on appelait affectueusement tonton. Dans l'état de santé, le bulletin de santé pendant très longtemps était plus qu'un secret de polichinelle. Pourquoi? Ah, je vous vois arriver. Pourquoi? Je vous vois arriver, Louis Comayou. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un pays aujourd'hui qui est en phase de devenir un pays riche. Il a des bas de laine, il a plus de 250 milliards d'euros, tout le monde le rappelle. Oui, c'est bien, mais il n'est pas obligé de redistribuer cet argent tout d'un coup. Parce que s'il avait une crise aujourd'hui dans son pays, qui l'obligeait à aller emprunter sur le marché international, qu'est-ce qu'on lui dirait? Alors, vous êtes un pays pétrolier, vous avez de l'argent, pourquoi vous nous demandez de l'argent? Vous gérez mal votre pays. Là, il fait un fonds sur lequel il est capable aujourd'hui de pouvoir aller dans lequel il peut aller puiser si jamais le pays avait un coup dur. C'est normal. Alors, pourquoi créer cette psychose autour de sa santé? Moi, je ne comprends pas. Vous êtes d'accord, messieurs? Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il est vraiment malade? Est-ce qu'il est gravement malade? Je pense la première question. Et puis pourquoi tant de zones d'ombre sur l'état de santé? Non, je pense que de toutes les manières, enfin, lorsqu'un chef d'État, peu importe le pays, est malade, en tout cas sa santé est mise en danger, il y a toujours cette zone d'ombre qui subsiste parce que on ne sait pas de ce qui est fait le lendemain. Donc il y a cette crainte de la population, vous l'avez dit, de la population, des politiques, des pouvoirs en place pour leur avenir. Donc je pense que l'actuel président de l'Algérie a instauré une certaine stabilité dans le pays et que ça inquiète d'avoir un jour à perdre ce président sans rentrer dans le politisme aucun. Ouais, en même temps, là, je vois que vous êtes quand même un peu gentil dans la façon dont vous amenez les choses. Enfin, vous me voyez arriver, Louis Comayou. Vous êtes consultant en politique, Richard Joffo, communication politique. Quel est votre regard là-dessus? Quel est votre regard? Qu'est-ce que vous portez comme regard sur la situation actuelle d'un chef d'État qui est gravement malade? Un coup on dit qu'il va bien, un autre coup on dit non. D'ailleurs, même Benjamin Stora l'aurait même d'ailleurs. Je ne sais pas comment il avait dit la chose, mais ce serait peut-être, il serait peut-être mort. C'est grave quand même d'apporter comme ça d'affirmer peut-être des choses. On entend tout et n'importe quoi à chaque fois qu'un président disparaît 3 jours. La question que vous me posez me fait penser à une question qu'on m'a posée sur à peu près toutes les antennes où on m'a invité à l'époque de l'intervention militaire au Mali, où on disait oui, la France ne donne pas d'image, la France ne communique pas. Je veux dire, en temps de guerre,
on applique ce qu'on appelle la communication de crise. C'est-à-dire que toute information est une arme. Est une arme. La santé d'un président de la République fait partie d'un système d'équilibre géopolitique qui est là en état de crise parce que justement il est souffrant. Et non seulement il est souffrant, mais il est quand même dans un environnement où la crise au Sahel, c'est pas aux portes de la France, c'est aux portes d'abord de l'Algérie. Toute information peut être utilisée par une foule d'ennemis. Alors on a parlé tout à l'heure... Alors attendez. Justement, Richard Joffo, une situation qui rappelle, vous l'avez dit, la disparition puis la réapparition du président algérien en 2005. Mais à quoi joue la France? C'est ma première question. À quoi joue la France, elle respecte... Pour quelle raison elle ne communique pas? Mais la France, elle a pas. C'est comme vous me demandez pourquoi un médecin devrait-il communiquer l'état de santé d'un de ses patients. La France, elle respecte ses engagements. Il y a quelqu'un qui vient, qui est malade, qui est reçu, qui est soigné. C'est un secret d'État pour l'État algérien. Il ne faut pas regarder l'intérieur du pays, de l'Algérie. Il ne faut pas regarder le monde médiatique où les journalistes s'emparent des choses pour vendre de la copie. Il faut voir les problèmes d'équilibre géopolitique. La France, elle respecte simplement l'identité et le secret médical concernant un président de la République, parce que ce sont des informations sensibles, ultra sensibles, qui peuvent être utilisées. Est-ce qu'elle doit communiquer? Elle doit respecter. Mais c'est vrai, beaucoup d'ailleurs, y compris la presse locale, reprochait aux Français d'ailleurs de ne pas communiquer, un coup de dire oui, attendez, il va bien, l'autre coup. À partir du moment où elle reçoit le président de la République d'Algérie, elle doit respecter ce que lui demande le président de la République d'Algérie. Ça fait partie d'un tout. Parce qu'on est dans des systèmes de communication terriblement sensibles, et l'état de santé du président de la République, c'est une arme. Qui peut se retourner contre l'Algérie. Louis Comayeux, ensuite Mahmoud Tal. Ce qui est certain, c'est que dans ce genre de communication, on est en situation de diplomatie. Et en diplomatie, on ne grille pas la politesse au pays qui est en face. Et le pays en face, c'est l'Algérie. Ça a provoqué une polémique d'ailleurs. Oui, parce y compris entre le ministre, le président du Conseil national, la presse locale d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que pour qu'on sache qu'il allait au Val de pas au Val de Grâce, mais aux Invalides, c'est le ministère de la Défense qui l'a dit. Après de laisser la communication au ministère des Affaires étrangères, qui a expliqué que non, on ne sait pas précisément où il est. Il est dans un établissement militaire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cafouillage là aussi. Ça rappelle un peu la situation des otages au Cameroun, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une situation où, diplomatiquement, c'est très difficile de jouer. C'est un partenaire très important. Les accords de coopération entre l'Algérie et la France n'ont pas été révisés depuis plusieurs années. Ces accords-là, il est important d'arriver à les réactualiser. Alors, et le fait d'accueillir agréablement ou désagréablement le président Bouteflika peut aussi avoir un impact sur ses secrets. Absolument, oui. Alors, tous ces secrets-là, messieurs, j'entends bien, et je vais peut-être distribuer la parole aussi également à Mahmoud Tal. Dites-moi, une possible succession prochainement, par exemple, parce que l'Algérie peut l'envisager, et notamment les généraux. Est-ce que vous pensez qu'il y a des noms qui circulent? De toute façon, un homme politique. Ou est-ce qu'il a la capacité, Bouteflika, de se représenter? Messieurs. Écoutez, on n'a pas une boule magique qui va donner l'avenir de l'Algérie et de l'état du président. Mais est-ce qu'il doit laisser sa place, par exemple? C'est le peuple algérien qui en décidera. Il y a des élections qui auront lieu en 2014 et si le président, son état de santé lui permet de terminer son mandat, est-ce qu'il y aura un intérim? Est-ce qu'il y aura un continuateur de sa politique? Bon, c'est à voir. Ce qui est certain déjà, c'est qu'il a... Il a rappelé le parallèle avec... un certain tonton. C'est vrai, non mais c'est vrai. Oui, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec Bouteflika, on a quand même réussi à pacifier l'Algérie. Rappelez-vous le contexte dans lequel il arrive. On a assassiné des présidents, il y a eu une grave crise dans le pays social où les barbus, qui sont aujourd'hui dans le Sahel, ont semé la peur et la désolation. Ils ont fait couler un flot de sang incroyable. Donc, c'est avec Bouteflika qu'on commence à avoir la stabilité. Alors, il y a de bonnes raisons de craindre qu'après lui, ce soit le chaos. C'est une bonne raison. Mais je crois que de l'autre côté, l'État algérien également veut montrer qu'il a des ressorts et que ces ressorts pourront fonctionner pour que le passage se fasse en douceur. Et c'est pour ça qu'il est important également de ne pas trop en faire sur l'état de santé, parce qu'il n'y a pas que l'état de santé, il y a également la solidité des institutions algériennes qui sont aujourd'hui éprouvées. Et donc, il faudra voir... Ils ne sont pas simplement algériens. Ils ne sont pas qu'algériens. Parce que quand on prend la bataille de l'énergie,
l'Algérie joue un très grand rôle. Vous prenez la bataille aujourd'hui pour la stabilité dans le Sahel. On ne peut pas faire sans l'Algérie. Et puis, il y a plein de dossiers sur lesquels il faudrait bien, à un certain moment, que l'Algérie se mouille davantage qu'elle ne le fait. Sur le dossier malien, on a accusé pendant très très longtemps l'Algérie de ne pas bouger. Puis après, elle a bougé, elle a reculé par la suite, mais c'est un rôle important qu'il a. C'est un rôle carrément angulaire qu'il a dans la résolution de cette crise-là, et c'est pas rien. En tout cas, vous pouvez continuer et poursuivre la discussion ici même sur la page Facebook Ça fait débat. Vous pouvez réagir, commenter l'actualité concernant le président Bouteflika. Allez, on passe, messieurs, à ce second sujet. Il s'agit là de la Tunisie. La Tunisie qui se dirige vers une crise politique. C'est la question que je pose ici dans Ça fait débat, puisque des violents affrontements... La crise politique est cessée en Tunisie, moi. De violents affrontements entre le gouvernement et les salafistes. Si ça, on n'appelle pas ça une crise politique, messieurs, mais avant tout... La crise politique, elle était déjà là. Elle s'est jamais arrêtée. Mais en tout cas, on repose la question ici. Allez, on regarde le sujet proposé par Télésud et on se retrouve tout de suite après pour commenter cette actualité en Tunisie. Faute d'avoir pu tenir son congrès à Kérouan, bouclé par un impressionnant dispositif de sécurité, Ansar Acharia, la mouvance djihadiste qualifiée de terroriste par les autorités tunisiennes, s'était rabattue sur la cité État d'Amen, un bastion salafiste, à 15 km à l'ouest de la capitale. Mais c'était sans compter sur la détermination du pouvoir en place. Les heurts entre forces de sécurité et partisans du mouvement djihadiste ont fait un mort et 18 blessés, dont 15 policiers selon un bilan officiel. En déplacement au Qatar, le Premier ministre Ali Larayed a indiqué qu'environ 200 personnes avaient été arrêtées. Parmi eux, Seifdine Raïs, porte-parole du groupe salafiste. Ansar Acharia qui appelle d'ailleurs à une manifestation de protestation vendredi prochain à Kérouan contre cette arrestation. Le gouvernement tunisien se dit désormais déterminé à lutter contre cette mouvance djihadiste avec laquelle il a pourtant entretenu pendant longtemps des relations ambiguës. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser cette première question. L'unité d'Ennahda, est-ce qu'elle est en péril ? Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Mais que se passe-t-il? C'est vrai que c'est... quand on ne connaît pas la situation politique en Tunisie, on peut, en tout cas de loin, comme ça, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette guerre entre les salafistes et les gens du gouvernement? Loïc Kemaïeu, qui veut prendre la parole? Est-ce qu'il est en péril, Ennahda? Ennahda, ils ne sont pas en train de se casser la gueule? Non, c'est que nous sommes dans un pays qui a été le précurseur du printemps arabe et dont on attend beaucoup. Pas que les Tunisiens, mais surtout les Tunisiens, parce que c'est d'abord leur pays. Et là, on est en face d'un groupe, d'un parti politique qu'à l'extérieur, tout le monde qualifie d'extrémiste et qui, à l'intérieur, dit on va fermer la porte à tous les extrémistes. Je suis d'accord avec vous, Loïc Kemaïeu, mais tout de même, le gouvernement tunisien, première question, avait-il le droit de boycotter le rassemblement du mouvement Ansar al-Sharia? Est-ce qu'il avait le droit de donner une tribune? Pourquoi a-t-il fait ça? Est-ce qu'il avait le droit de donner une tribune à des islamistes aussi affirmés, déclarés? Est-ce qu'il devait le faire? Est-ce qu'il avait le droit de les cautionner? Moi, je crois que la vraie question, c'est est-ce que le gouvernement sera assez fort et assez constant et assez honnête pour organiser et puis pour créer les conditions qui permettent d'organiser de vraies élections transparentes. C'est la seule prière qu'on peut faire. Je veux dire, le peuple tunisien a tellement souffert. Il continue à souffrir. Il continue à souffrir. S'il n'y a pas d'élection, ça va être à pleurer, quoi. Parce que tout va recommencer, tout sera remis en question. Les élections ne suffiront malheureusement pas, parce que nous sommes entrés dans une spirale en Tunisie qui est telle qu'on ne sait plus à quel moment la lame de fond est passée ou va passer. Et ça, c'est très inquiétant pour l'avenir, à la fois pour les jeunes et pour les partis politiques. Alors vous dites que parce que la population... Allez-y, finissez votre phrase, pardon. Ce que je crains, c'est que la légitimité politique n'étant pas acquise par un groupe qui soit véritablement investi de façon massive, chacun se trouve la légitimité de faire tout et n'importe quoi, notamment ces extrémistes-là qui veulent manifester et qui n'ont pas droit de cité. Et malheureusement, si vous êtes hors de la loi, vous ne pouvez pas être dans la cité. Vous êtes en dehors de la cité parce que vous êtes auto-exclu. Alors, auto-exclu, vous savez quand même, ces affrontements ont fait tout de même un mort, 18 blessés, messieurs. Et puis le gouvernement, ma première question, est-ce qu'il est responsable de tout ça? Le gouvernement a sa part de responsabilité puisqu'il doit maintenir l'ordre et la paix au sein de son territoire. Et la mission est bien sûr pas aisée pour l'actuel pouvoir en place. Mais maintenant, je pense qu'il faut
qu'ils démontrent qu'ils ont la capacité de pouvoir mettre en sécurité leur population et d'aller au-delà et de faire cette guerre contre le terrorisme, puisque la zone est vraiment très touchée. On lit sur les colonnes de certains journaux que des jeunes Tunisiens vont en Syrie pour livrer bataille, vont également au Mali, se déversent vers l'Algérie. Donc ça crée beaucoup d'instabilité à l'intérieur du pays et il faut revoir de fond en comble ce qui trouble l'ordre, certains imams qui prêchent de façon haineuse et de façon, je dirais, à déstabiliser totalement le gouvernement en place par des revendications et en instrumentalisant justement la jeunesse, d'essayer de pacifier tout ça et de trouver une porte de sortie. La porte de sortie, Ghannouchi a accordé une interview à un canard français, un canard donc ici même. Il dit en Tunisie, un tri se fera entre les franges modérées et les autres. Ghannouchi, le chef de parti islamiste Ennahda, qui a commenté les récents heurts entre salafistes et policiers. Vous en pensez quoi? Je pense que ce qui est en train de se passer, et ce qui devrait se passer, c'est que la population s'organise un peu. Ennahda a été un peu élu parce que c'était la seule structure un peu organisée. Exact. Et vierge de toute collaboration avec Ben Ali. Surtout, ouais. Maintenant, détaché. Il faut profiter de ce temps-là pour que la population se forme, sinon le jugement, du moins le regard, pour qu'elle comprenne où il faut voter, comment il faut voter, pour essayer de couper la route aux extrémismes de tous les bords. Hein, après... Et je pense que Ennahda doit accompagner, ça c'est son devoir. Sinon Ennahda va se discréditer complètement sur le plan international. Est-ce qu'ils le font en ce moment? Est-ce qu'ils accompagnent? Oui, je suis pas sûr. Moi je crois qu'ils le font. Ils tentent de le faire. Le problème c'est qu'on est en train de semer les graines de ce qui s'est passé en Algérie. C'est-à-dire de trouver les bons et les mauvais. Quand Ennahda gagne, c'est quand même un scrutin sur lequel on ne peut pas dire qu'il y a eu des troubles, qu'il y a eu des gens qui ont trafiqué les résultats. Il n'y a pas eu de ça. Mais au nom du fait que Ennahda est perçu comme l'islamisme politique, on les trouve discrédités pour gérer la transition, parce que finalement c'est cela, c'est la transition vers l'établissement d'institutions pérennes. Et moi je crois que la communauté internationale, soit elle met la Tunisie ouvertement et très clairement sous tutelle des Nations Unies, soit elle leur fiche la paix, elle les laisse gérer leur pays. Parce qu'elle a complètement discrédité Ennahda. Aujourd'hui, même quand ils se lancent dans la lutte contre l'islamisme, ils n'ont pas la force de le faire. J'entends bien, messieurs, et Louis Kemayou plus précisément, mais est-ce que c'est pas de la part du gouvernement d'une provocation lorsque il y a une arrestation du porte-parole, par exemple, du mouvement Safdin Raïs? Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette manifestation? Ça, c'est pas une provocation. Rappelons quand même le contexte dans lequel ça se passe. Ils veulent manifester, on leur dit, vous n'avez pas le droit de manifester. Au dernier moment, ils disent, on va faire un happening. On ne donne pas le lieu où on va. On commence à manifester et comme la manifestation commence, les forces interviennent pour la disperser. C'est là que ça se passe. Vous êtes illégaux, vous attaquez les forces qui viennent pour vous disperser. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vienne vous donner du chocolat. Ennahda joue peut-être une carte de la reconnaissance internationale. Et je vais vous dire... allez, on va résumer d'une façon un petit peu schématique. Admettons qu'Ennahda, ça soit des sales types. Admettons, hein, je dis pas que c'est ça, mais admettons que ce soit des sales types. Mais un sale type qui, pour être bien vu par le monde international, fait ce qu'il faut pour établir la paix et l'harmonie dans le pays, eh ben c'est un type bien. Et il faut les accompagner, il faut les aider et s'ils peuvent aller, et s'ils s'engagent à aller jusqu'à des élections... C'est ce que fait déjà en partie la France. Eh bien, il faut les aider. Il me semble. C'est ce que fait en partie la France. Non, le gouvernement Hollande, qu'est-ce qu'ils font? Non. Ils tentent d'accompagner. Ils iront probablement en Tunisie. Ils y vont, ça y est. Je l'espère. Dans le prévisionnel du déplacement de François Hollande, il est question d'aller en Tunisie. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut avoir un rôle qui soit celui véritablement d'accompagner en ami, pas d'ingérence. Et là, malheureusement, on part dans une ingérence qui est malsaine, parce que ce n'est pas ce que les Tunisiens demandent. Aujourd'hui, quand on regarde le printemps arabe, qui a porté le printemps arabe? Ce sont les Tunisiens. Qui gèrent aujourd'hui la crise, bon an, mal an, ce sont les Tunisiens. Louis Kemayou, vous le savez très bien, je pose souvent la question ici, est-ce qu'on peut craindre une énième crise politique? Le chaos politique. Le chaos, il a été instauré, il continue d'être entretenu. Parce que si après les élections, on s'était dit, le peuple a parlé, on laisse les autorités élues faire leur travail, je suis à peu près certain qu'on serait passé plus tranquillement. Mais là, on est entré dans un contexte où les gens ont dit, ah, mais ce sont les frères musulmans, c'est quand même des islamistes politiques. C'est une frange qui n'est pas très propre. Moi, ça me rappelle l'Algérie des années 90. C'est peut-être grave de dire ça, mais c'est le cas. C'est pas à vous de déterminer qui est bon pour gérer la Tunisie, l'Algérie ou n'importe quel autre pays. C'est aux Tunisiens de le faire. Et donc, ce regard, ce voyeurisme malsain de la communauté internationale, à commencer par la France, moi, je le trouve déplacé.
Richard Geoffroy, Nada on est va pris passer en au tenaille. troisième sujet. Nada est pris en tenaille par ceux qui les considèrent, comme disait Louis, comme les frères musulmans, et puis par ceux qui sont encore plus extrémistes. Aujourd'hui, nous en France, je pense qu'il faut se mêler de rien, sauf si on se rend compte que le monde libre, on va dire ça comme ça, est en danger. Voilà. Moi, c'est ça la thèse que je défends. Or, aujourd'hui, rien ne démontre que Nada mette en danger le monde libre dans l'instant, à condition qu'on crée les circonstances d'élection, d'une élection libre, transparente, claire, et pourquoi pas surveiller. Après, ça sera aux instances internationales d'en décider. On met sous tutelle, mais ne vous cachez pas derrière une mise sous tutelle et dire oui, vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre pays, mais c'est nous qui choisissons ceux qui sont les s'il vous plaît, Mahmoud. Je voudrais juste laisser les Tunisiens gérer leurs problèmes. Je pense que c'est la meilleure des choses et ça permettra de faire avancer. Oui, mais comme on le soulevait aussi Richard et Louis, peut-être qu'ils ont besoin d'être accompagnés, sans évidemment ingérence. C'est très juste. Qui est justement des émissaires extérieurs qui puissent. Voilà. Vous pouvez commenter, vous le savez, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, ça fait débat comme chaque vendredi à 23h ici même sur Télésud. Commentez et réagir sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, CF débat. Allez, on passe messieurs à ce troisième sujet. Première grande tournée du président Barack Obama en Afrique. On en parle. Et puis il veut éviter ce pays, qui est son pays d'origine de son père d'ailleurs, le Kenya. Pour quelle raison ? Eh bien peut-être que la réponse sera ici même apportée. Mais on regarde ce sujet qui est proposé par Télésud. Regardons cela. Le président américain Barack Obama va effectuer du 26 juin au 3 juillet prochain sa première grande tournée africaine depuis son arrivée au pouvoir. Sénégal, Afrique du Sud et Tanzanie, 3 étapes au cours desquelles le président insistera sur l'importance que les États-Unis accordent aux liens qui les unissent avec les pays d'Afrique subsaharienne. Barack Obama ne s'est jusqu'ici rendu en tant que président que dans un seul pays d'Afrique noire, le Ghana, c'était en juillet 2009. Monsieur, la toute première question, mais quel est le but de cette tournée ? Pourquoi a-t-il attendu 4 ans avant de faire cette tournée ? Pour quelle raison ? Mais c'est vrai que ça me frappe, moi journaliste, je me dis, le président Barack Obama, première puissance, pourquoi il a attendu 4 ans avant de provoquer cette tournée africaine? Il y a eu une précédente, c'est-à-dire que son premier discours sur le monde musulman, il le fait quand même en Égypte. Oui, certains disent même que c'est le moment fondateur du printemps arabe, que c'est là qu'il avait expliqué aux Arabes qu'il était important de renforcer les institutions plutôt que les personnes. Il l'a fait après au Ghana, où il était allé rencontrer également les dirigeants africains. Exact. Mais cette tournée... du 26 juin au 3 juillet. Oui, alors elle entre dans un contexte très très particulier. C'est sa fin politique, il ne pourra plus se présenter à la présidence. Tu viens de nous faire, vous venez de nous faire un lapsus. J'adore, ici même. Non, mais il a dit fin FAIM. Oui. Il a dit fin FAIM. Pas mal. Ce qui se passe... Se rendra au Sénégal, en Afrique du Sud et en Tanzanie. Oui, messieurs, ce qui se passe. Un président américain, premier C'est mandat. bien choisi, hein. Premier Sénégal, mandat, je travaille vous avez vu, à quoi ? c'est stratégique. Hein. Ouais. Sénégal, Afrique du Sud et Tanzanie. Mais même ça, c'est pas important. Ouais. Premier mandat, je travaille à quoi ? À me faire réélire. Deuxième mandat, je ne peux plus me représenter, je travaille à quoi ? Écrire ma légende. Laisser des traces, entrer dans la postérité, faire l'histoire. Pourquoi ne se rend-il pas, par exemple, au Kenya, qui est quand même le pays de son père, s'il veut rester dans l'histoire? Il ne veut pas être dans la famille, il veut être dans l'histoire. Non, il n'y a pas que ça. Moi, en tout cas, il y a plus lourd. C'est que le président et le vice-président sont quand même susceptibles d'aller à la haie. Ils sont poursuivis par la Cour pénale pour les élections qui ont précédé. Je pense que c'était en 1995 ou en 2005. En 2005 plutôt. Ouais. Donc ils sont poursuivis. Ils ne peuvent pas aller les rencontrer dans leur pays alors qu'ils sont susceptibles à tout moment d'aller rendre compte à la justice internationale des crimes qu'ils auraient commis. Donc il veut éviter le sujet Kenyatta. Voilà, oui. Par exemple aussi. Kenyatta et non, mais pas simplement ça, mais bien sûr. Non, pour dire que la qui est poursuivi par vous l'avez dit, c'est vrai, par la CPI. Pour dire que la tournée de Barack Obama est très calculée. Enfin, c'est Barack Obama, l'Américain, il ne faut pas l'oublier. Il est président de la première puissance au monde. Il va très certainement nouer des partenariats économiques avec ses acteurs, ses homologues africains. Et donc, il est dans la visée. Et vous l'avez dit, c'est très stratégique. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui ont une croissance assez extraordinaire en ces temps de crise mondiale. Et donc, il est capital que les États-Unis
par le biais de Barack Obama en son second mandat, puisse peser sur l'Afrique. Et je pense que c'est ça aussi qui est en jeu. Ouais. Alors c'est vrai qu'il n'y a aucun, il n'y a pas, tellement de pardon choix. Richard, mais Alors, en c'est vrai Afrique qu'il y a francophone. zéro programme, Ouais. zéro programme, on n'a pas de programme, il n'y a aucun programme précis, dans l'immédiat en tout cas, dans le cadre de son déplacement, hormis peut-être, voilà, ce qui précisait dans le communiqué de presse, rencontre avec de nombreux dirigeants gouvernementaux, d'entreprises et de la société civile, dont des jeunes pour discuter de partenariat. Mais ça ne veut rien dire en même temps. Mais on est dans la Non, communication. Alors c'est on est dans c'est la un coup de com'. communication. Vous qui êtes dans la communication, on est dans la communication institutionnelle. On est dans l'écriture de l'histoire, dans l'écriture de la légende. Et puis il n'avait pas tellement le choix en termes de pays. Il est allé regarder en Afrique francophone quels sont les pays où il y a une alternance qui s'est passée d'une façon un peu tranquille, où le président n'est pas mis en cause par telle ou telle instance ici ou là. Et puis c'est tombé sur le Sénégal parce que bon, au Mali c'est compliqué, on sait bien. En Côte d'Ivoire c'est encore terriblement trouble. Au Cameroun, on sait bien que la position de Paul Biya est contestée, etc. Donc lui, en même temps, la Côte d'Ivoire, c'est plutôt stable en ce moment. Ouattara a réussi de faire de son pays... C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de Je voir parle les choses. dans la croissance rien. économique. Oui. Non, mais- Il a gagné quand même Oui, plus oui, 5, oui. plus 6% quand même, hein, c'est Mais pas ça, rien. Donc, Non, mais il a et travaillé, il a fait quand on travailler sait des que gens. Mais au niveau Ouattara du- est pro-américain en plus. Les chiffres disent ce Il qu'on vient veut de bien leur l'école faire américaine. dire. Les chiffres Mais au disent ce niveau qu'on du veut leur peuple, faire dire. au niveau du peuple, ça serait pas passé de la même façon. Alors qu'au Sénégal, ça va se passer d'une façon extraordinaire, avec tous ceux qui sont là-bas, qui cherchent uniquement à savoir comment ils vont pouvoir exploiter à leur propre bénéfice d'image la venue du président américain. Parce que ce qu'il faut quand même dire sur cette visite, c'est que il a reçu d'autres dirigeants africains à la Maison Blanche. J'allais dire à l'Élysée, c'est pas ça. À la Maison Blanche. C'est Hollande. Oui, il les a reçus à la Maison Blanche. Il a reçu les jeunes également africains à la Maison Blanche pendant son premier mandat. Très juste. Là aujourd'hui, il part quand même sur un site de mémoire très important. C'est le Sénégal. Pendant tout son premier mandat, il n'a pas dit grand-chose sur l'esclavage. Je pense que là, on aura l'occasion d'entendre l'Obama Vous pensez qui pourra porter... Vous pensez qu'il va dire un mot là-dessus? Je crois qu'il osera Ouais, cette fois-ci. Il forcément. osera parce que... Pourquoi Côté l'apartheid. Attendez, ce sont les deux points de la grande histoire du monde noir. Oui, parce qu'aujourd'hui, sur le plan de l'identité, il ne pouvait pas trop s'afficher noir. On ne sait pas ce que l'effet boomerang aurait été sur la deuxième élection. Là, il n'y a plus rien à perdre, il n'y a plus rien à gagner. Il n'y a que du bonus à prendre, il n'y a que des points à gagner. Donc, il peut y aller aujourd'hui. Et puis sa cote actuellement n'est pas fameuse du tout au président Obama. Aujourd'hui, son obsession, c'est quelle trace je vais laisser. C'est ce à quoi il travaille au quotidien. Alors, il veut essayer de faire aussi le bien de son pays en pouvant prendre parfois des mesures un peu moins populaires. Il s'en fout, puisqu'il ne se représente pas. Alors, Et là, on a, comme on disait à simple coup de l'instant... com, peut-être le déplacement Non, de Barack Obama. Coup de com', Et je poserai la même question mais avant de aussi passer au dernier sujet. une bonne stratégie politique, puisque je reviens du Sénégal il y a à peine 2 jours. Donc, non, il y a une forte empreinte, on le voit dans les écoles, les grandes écoles sénégalaises, d'un sentiment de partage. Je parle pour le Sénégal, après, qui est un pays francophone, de partage entre les États-Unis et le Sénégal. Et je pense que ça peut amorcer justement de nouvelles relations apaisées en dehors du partenaire français, en dehors du partenaire chinois, et amorcer quelque chose de nouveau. Vous, le spécialiste de la com? Vous dites simple coup de com'. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas déjà compris que l'action politique, elle est complètement mise de côté dans la vie politique par rapport à la communication politique. Aujourd'hui, le monde politique, c'est un monde qui ne fait que de la communication politique, et l'action politique, elle est mise de côté. Et puis, il en a parlé, il y a la Chine. Au Sénégal, la Chine est très très présente, de plus en plus présente. Moi aussi, j'étais au Sénégal il y a quelques jours. Les Chinois commencent à être partout. Dans les grandes entreprises, dans les grandes institutions, etc. Et là aussi, il y a peut-être un petit signe à envoyer. C'est un signe qu'il renvoie, parce que la Tanzanie, ne l'oublions pas, hein, c'est le premier pays, c'est le pays dans lequel la Chine a massivement investi depuis très longtemps en Afrique. Donc, aller sur ce terrain-là, c'est aller aussi sur les terres des Chinois en Afrique et dire, les États-Unis sont là, ils sont de retour. Et on est quand même dans une région très proche des Grands Lacs aussi, hein, où on a l'Ouganda, on a la RD Congo, et puis on a le Rwanda. Fallait-il aller là-bas, choisir son camp, dire je rencontre Kabila ou... Donc c'était très compliqué, il ne pouvait pas les choisir. Et donc il a un double gain en allant en Tanzanie, c'est qu'il réaffirme la position des États-Unis dans ce pays-là, et puis il dit oui, on est de retour. Le déplacement qu'on va suivre ici, peut-être qu'on en fera une spéciale ici même. Dans Ça fait débat, les messieurs, dernier sujet, je veux parler des indivisibles. Vous connaissez les Yabon Awards, vous savez, ces sublimes pots de banane dorés en guise de trophée.
et personne ne vient les chercher en général, puisqu'évidemment, c'est des trophées qui sont destinés aux plus grands racistes de l'année. Vous connaissez ou pas du tout? Oui, vous en avez entendu parler? Je connais très bien. Vous adhérez à ce collectif, les Indivisibles? J'ai rencontré Rokhaya Diallo il y a quelques années. Elle était venue me voir parce qu'elle voulait faire de la télévision. Et elle voulait que je la forme à la télévision, etc. Et j'ai discuté beaucoup avec elle. Ça. Ouais. Ouais. Et c'est une femme qui a beaucoup d'ambition, et c'est pas un défaut d'avoir de l'ambition. On peut pas reprocher à quelqu'un, on a tous de l'ambition. J'avais été invité à une des réunions des Indivisibles. Il y avait des projets qui étaient dans l'air, etc. Et clairement, mais elle le disait, enfin en tout cas elle me le disait, je ne trahis pas un secret, elle cherchait quelque chose pour faire parler d'elle. Or, en termes de communication, créer un événement, créer des awards, créer des récompenses, ça fait partie des quelques recettes, des plans d'action de communication qui fonctionnent bien. Là, on instrumentalise le racisme, et c'est facile. Alors justement, messieurs. Malheureusement, ça ne fait pas avancer les mentalités. Alors, d'accord, ça ne fait pas avancer malheureusement les mentalités, on va le savoir. C'est la 5e édition, messieurs, c'est la 5e édition cette année qui a lieu là début juin, je crois que c'est le 10 ou le 11 juin précisément. Eh bien, voilà ce que propose comme spot les Yabon Awards. Regardez cela. Alors, on la démarre, cette petite partie de cette famille? Volontiers, Brice. Alors, je distribue Jean-François, Nadine, Manuel, enfin Manuel, comme on dit chez vous. Je me lance. Dans la famille musulmane, je voudrais la pauvre petite jeune fille, voilée, excisée et soumise, si possible. J'ai pile ce qu'il te faut. Dans la famille arabe, je voudrais le jeune qui porte la casquette à l'envers et qui parle verlan. Non, Jean-François. Non, mais je l'aime et je te la file pas. Dans ce cas-là, Joker, pain au chocolat du Ramadan, je te la prends de force. Dans la famille Rome, le père, pickpocket, trafiquant. Ah, c'est moi qui l'ai celui-là, tu t'en doutes. Famille Yabon. Les Yabon Awards, c'est le 10 juin précisément, c'est à suivre en tous les cas, messieurs. Vous l'avez dit, Richard Joffo, c'est vrai qu'on peut se poser les questions. Est-ce que ça fait avancer les mentalités? Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Ma première question que je pose ici même, vous savez, ça avait même provoqué la polémique, la 4e édition de l'année dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, au point où Caroline Fourest a reçu un des awards et qui s'en prenait à Rokhaya Diallo, à Rokhaya Diallo. A-t-elle eu raison? Et jusqu'où peut-on aller, messieurs? Richard Joffo. C'est du showbiz. On est dans le showbiz. Je vous sens exaspéré, vous. Ah, mais moi, parce que, écoutez, s'il y a bien quelqu'un ici autour de cette table, moi je suis blanc, je suis le seul blanc d'origine russe, hein, autour de la table, même si. Kamaïov, ouais. Et ici, Kamaïov me connaît depuis des années. S'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas être soupçonné de racisme, c'est moi. Et je suis toujours là à essayer de changer les mentalités. Les Yabon Awards, c'est le contraire de ce qu'il faut faire pour changer les mentalités. Pourquoi? Parce que. Je sens que vous avez provoqué une énième polémique. On sort quelque Après chose Caroline Fourest, Richard Joffo. Mais non, mais attendez. J'ai beaucoup de respect pour Rokhaya Diallo, qui a beaucoup de talent et qui fait son chemin dans les médias. Donc elle a réussi son coup. Donc de ce point de vue-là, bravo à elle. Et opération réussie en termes de communication, opération. Mais c'est du showbiz. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous sommes quand même dans un contexte particulier. Je partage en partie seulement l'analyse. Pour une raison simple. Le président Hollande est arrivé en disant on supprime le mot race de la Constitution. Ça fait quand même un débat. Ça pose un contexte dans lequel on devrait se demander comment on combat le racisme sans le mot. Et là, pour moi, ça donne de l'intérêt, au-delà du fait que c'est le jour de mon anniversaire et que tu es l'issue des partenaires de l'événement. Il ne faut pas l'oublier non plus. Rappelons-le surtout, attention. Exactement. Le devoir d'une chaîne de télévision, c'est de faire du showbiz. Donc, moi, je crois que c'est... Alors, je vais revenir sur les propos. Je vous laisse finir, Louis Comayou, et après, je distribue la parole. Oui. Ce que je dis, c'est qu'il est important de nommer les choses. Et il faut bien les nommer et bien rappeler aux gens que cela existe, pour qu'ils ne l'oublient pas. Je crois que l'une des choses qu'on a dites après la Shoah, c'était que plus jamais ça. Et ce plus jamais ça, des Sénégalais comme les Yabon Awards contribuent à faire en sorte que
ça ne Moi, se je répète partage plus. ce que vient de dire Louis Comaillou. Je veux dire pourquoi Richard Joffo. Parce qu'effectivement, je vous donne la parole, Mamoutal. C'est parce que cette association Les Invisibles, au moins, enfin en tout cas les Yabon Awards ont le mérite d'exister, qui récompense les pires dérapages xénophobes et racistes pour la 5e édition de cette année. Notamment, ça fait réagir certaines polémistes et certaines personnes qui sont polémistes, donc Caroline Forest, que je sais qui est exaspérée justement parce que régulièrement, chaque année, elle reçoit un trophée. Mais dites-moi, on ne peut pas se contenter simplement de dire des showbiz. Comme l'a rappelé effectivement de la même façon pour la Shoah, de la même façon, on combat le racisme. Donc, à travers peut-être cette peau de banane dorée en guise de trophée, au moins, on condamne le racisme. Il est condamné, Richard Joffo. Je suis d'accord. Simplement, il faudrait qu'on apprenne à condamner le racisme aussi ailleurs et autrement pour essayer de faire avancer Moi, qu'il y ait les Yabon Awards... Alors, peut-on rire? Je vous pose la question, là, puisque vous parlez de showbiz, monsieur Richard Joffo. Alors, peut-on, justement, rire de ces propos racistes? On peut rire de tout à condition que ce soit vraiment drôle. Moi, je me souviens, j'avais fait une tribune dans France Soir qui n'existe plus aujourd'hui, donc on peut en parler. C'est pas de la pub, c'est pas de la pub, c'était le papier. À l'époque où Dieudonné était venu sur le plateau, moi j'étais avec mes étudiants sur le plateau, avait fait le salut nazi, etc. Et moi je l'avais trouvé pas drôle. Et j'avais fait une tribune en disant voilà, on peut rire de tout à condition que ce soit drôle. Et je disais à Dieudonné, t'étais pas drôle. Et puis tu sais pas si t'es humoriste ou si t'es en train là de défendre des convictions politiques et autres. T'étais pas drôle. Après, j'ai eu, alors comme on sait que je suis juif, j'ai eu tout le monde juif du monde entier qui m'a écrit en disant il faut absolument boycotter Dieudonné. J'ai fait une deuxième tribune dans France Soir en disant que les raisons qui m'ont poussé à interpeller Dieudonné me poussent à interpeller ceux qui me demandent de boycotter. C'était Hitler qui voulait boycotter les artistes. Et je suis allé voir Dieudonné au spectacle. Et je me suis marré pendant 1 heure. Et je lui ai dit, Dieudonné, t'avais pas besoin de ça pour te mettre en avant. T'as assez de talent. Parce qu'il n'est pas l'antisémite qui... Alors, quelle évolution donner? Vous êtes politique, vous notamment. Non, mais j'entends bien. Justement, on va tenter d'avancer quand même dans cette histoire de propos racistes et xénophobes. C'est pas son identité d'être noir. Tout à l'heure, vous avez dit, voilà. Lui, c'est pas son identité. Moi, je vous parle de je suis juif parce que là, c'est les circonstances qui me... Mais c'est pas mon identité. Heureusement. Voilà. Oui, absolument. Quand on veut définir quelqu'un, moi, Comaillou, quand je pense à Comaillou, je pense au grand journaliste qu'il est, à l'écrivain, je pense à l'humaniste, je pense à quelqu'un de conviction, mais je dis pas c'est un noir dans ma tête. Justement, Richard Joffo, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. C'est pas c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que justement, est-ce que ça s'inscrit dans les mentalités justement? Mais bien sûr. Non, je suis pas sûr. Non, Richard Joffo, tout l'heure il a dit, ça ne fait pas évoluer, ça ne fait pas évoluer les mentalités. Et vous avez un rôle justement les politiques. Et la question que je vous pose, quelle évolution de ces propos racistes dans notre société? Alors, elle est là, c'est là où le bas blesse. J'aimerais juste dire un chanteur que j'écoute bien, Kerry James, qui a fait un dernier album, et sur un titre qui s'appelle Constat amer, et qui dit clairement que le racisme commence déjà par sa propre... On n'aime pas le terme en France de communauté, mais c'est bien ça dont il s'agit. C'est qu'on aime bien rejeter la faute sur l'autre, que c'est de la faute de l'autre, que si on ne réussit pas, c'est de la faute de l'autre. Voilà, exactement. La cérémonie du Yabon Awards, j'y ai assisté à une cérémonie, ça devait être la 3e édition. J'avais été invité par une amie journaliste, proche donc des Indivisibles, et je n'avais pas trouvé ça drôle. On peut... décerner un prix. J'avais été à d'autres cérémonies humoristiques, beaucoup plus marrantes que ça. Mais on peut rire. Comme on dit, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mais je pense qu'il ne faut pas... aller à la 5e édition, vous verrez. Moi, j'ai assisté à la 4e édition et c'était relativement drôle. C'était vraiment sous le signe de l'humour. Et je pense qu'ils ont bien évolué et ils ont su effectivement apporter à cette mécanique un peu plus de rigueur, et y compris un dosage entre l'humour et condamner les propos xénophobes qui se disent ici, parce qu'il y a des catégories, politiques, humoristes, c'est par catégorie. Exactement le même principe que comme Gérard Howard. Allez, dernier mot, messieurs, avant de... On vit dans un monde où on instrumentalise l'offuscation. Chaque groupe de personnes, alors vous avez, dès qu'il se dit quelque chose, je m'offusque, et ça me permet d'exister. Et vous avez l'association machin chose qui sort et qui brandit un drapeau en disant je m'offusque. J'ai pas dit je m'indigne parce que je veux pas accuser notre récent auteur qui malheureusement est parti d'escroquerie intellectuelle dans son bouquin, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire l'indignation. Je veux dire, on se sert de ça pour exister. Servons-nous d'actions positives pour exister, au lieu de passer notre temps à nous indigner des propos des uns et des autres. Dès qu'il y a le moindre personne qui dit quelque chose sur qui que ce soit, on ne peut plus rien dire. Vous parliez de liberté d'expression, on ne peut plus rien dire.
Moi, je suis profondément antiraciste et je me sers d'autre chose que de l'offuscation ou de l'indignation publique pour exister. Et là, vous avez... à côté de ça, il y a une démission de l'État qu'on ne peut pas nier. Récemment, il y a eu les propos d'un député, Vialat pour le citer, que j'ai entendu sur les casseurs au Trocadéro, qui disent qu'ils sont les descendants d'esclaves. Quand vous dites cela, que l'on soit noir ou pas, ça doit être condamné avec la dernière énergie. J'en ai pas entendu un seul le faire. Et c'est ça le drame. S'il n'y a pas de festival Rire contre le racisme, s'il n'y a pas des cérémonies comme les Yabons, à quel moment est-ce qu'on dramatise ce genre de situation pour dire arrêtez le massacre? Voilà, exactement. Et je pense qu'effectivement, allez, nous, on va suivre Anso. En tout cas, vous l'avez rappelé, Louis Comayou, Télésud est partenaire, et puis y compris le quotidien en ligne, Afrique.com est également aussi partenaire de l'événement qu'on va suivre ici de très près. Merci à vous. Vous savez, dans cette seconde partie de cette émission, nous allons recevoir Abdoulaye Jourdan, c'est le secrétaire général des rassemblements des jeunes Maliens. Ils ont décidé alors de boycotter les élections au Mali. On va tout apprendre ici même dans cette seconde partie. Mais je vais remercier les débatteurs Louis Comayou. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. À la semaine prochaine. Merci à vous. Richard Joffo, merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Peut-être. Peut-être. Et également à Mahmoud Outal, peut-être également. Mahmoud. J'ai dit quoi? Mamadou. Mahmoud. Désolé. Ça commence, ça y est, on va me taxer de... Voilà, il est bon. Allez, on va donner un bon award à notre animateur, Adil Farkan. Désolé, Mahmoud Outal. Et pourtant, on se connaît bien. Non, mais, vous êtes nominé, c'est bon. On est nominé. Allez, c'est moi, je suis nominé. Je vous connais bien, le pire. Désolé, mon cher Mahmoud Outal. À très bientôt ici, même. Allez, tout de suite, seconde partie, nous recevons Abdoulaye Jourdan, le secrétaire général des rassemblements des jeunes Maliens. Pour celles et ceux qui viennent de le retrouver, vous le savez, comme chaque vendredi, ici même, dans Ça fait débat, et on continue à polémiquer, à décrypter l'actualité, à l'analyser. Vous le savez, vous pouvez, et je vous invite à le faire sur la page Facebook Ça fait débat, et puis surtout aussi sur Twitter, c'est FDébat. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, je vous remercie de votre fidélité. Dernière ligne droite, et notre invité, il s'agit de monsieur Abdoulaye Jourdan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors vous avez une particularité. Vous êtes secrétaire général du Rassemblement des jeunes du Mali. Secrétaire général adjoint. Adjoint, pardon, autant pour moi, des Rassemblements des jeunes du Mali. Alors parlons de cette présidentielle, monsieur Jourdan, au Mali. Vous appelez clairement au boycott. Alors que l'exécutif malien en médiation avec la France, on ne cesse d'en parler ici même dans Ça fait débat, a décidé d'organiser les élections présidentielles les 7 et le 21 juillet prochains. Vous avez décidé de boycotter ce scrutin. Vous prenez, vous m'arrêtez si je me trompe, le report des votes en octobre. Mais en même temps, il y a une information qui vient de tomber il y a quelques jours. Et je ne vous l'apprends pas, monsieur Jourdan. C'est que le Mouvement national de libération, le MNLA, qui avait jusqu'ici refusé l'organisation des élections dans le pays, eh bien, il accepte désormais la tenue d'une présidentielle en juillet. Tout d'abord... Vous répondez quoi, vous? Tout d'abord, pour répondre simplement, je dirais que le mot boycott est un grand mot. Alors, en même temps, c'est ce que vous avez dit, Abdoulaye Jourdan. C'est pas nous qui disons ça, c'est vous. Tout à fait. Ça a été dit par mon mouvement, boycott. Mais boycott est un grand mot. Ce que nous, on veut aujourd'hui, c'est que pour qu'on ait aux élections, certaines conditions soient remplies. Tout d'abord, la libération de Kidal. Qu'est-ce qui doit être rempli, Abdoulaye Jourdan? Simplement. Même le MNLA, c'est tombé, c'est tout frais, il y a quelques jours à peine, accepte finalement les conditions. Le MNLA a dit, pourquoi pas les élections, mais on veut négocier avant. Vous savez, je ne vous l'apprends pas. Et si vous faisiez la même chose, pourquoi pas les élections, mais accepter nos conditions? Pourquoi pas? Mais moi, je dis aujourd'hui, et pas uniquement moi, 80% des Maliens le disent, ça a été fait par un sondage, il faut la libération de Kidal avant. Qu'est-ce que la libération de Kidal? Il faut désarmer le MNLA, emprisonner tous les criminels du MNLA, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont du sang de Maliens sur leurs mains. Et reconnaître l'intégrité du Mali. Ça, c'est vos revendications. C'est les revendications de tous les Maliens. Est-ce que vous avez le sentiment que ces revendications sont entendues, Abdoulaye Jourdan? Aujourd'hui, par qui? Là est la question. Les autorités françaises veulent qu'on ait aux élections forcément. Les Maliens suivent la position française. Et j'en passe. Je peux comprendre que nos autorités à nous suivent cette position-là parce que la France est venue nous aider. Mais il faut que les Occidentaux, pas uniquement la France, les Occidentaux sachent qu'avant les élections, il faut libérer Kidal. Alors rappelons quand même pour celles et ceux qui nous regardent ce soir, vous avez quand même tout de même. Revenons un petit peu sur la genèse de votre mouvement. Vous avez écrit une lettre ouverte il y a quelques mois au Premier ministre malien. Tout à fait. D'accord? Est-ce que vous avez eu un retour? Le Premier ministre malien m'a reçu. Après, le Premier ministre de l'époque, M. Cheikh Modibo Diarra, qui a été limogé, comme vous le savez, dans des conditions dramatiques,
il m'a dit clairement, pourquoi pas. Il faut des jeunes partout dans l'administration, etc., etc. Mais après cela, on n'a rien eu. Donc, Silence on radio. attend, on regarde. On peut comprendre qu'on est dans une période de transition, que certaines choses ne se font pas. Nous n'avons pas réclamé de poste ministériel, nous n'avons pas réclamé de poste dans les cabinets. Nous voulons simplement que les jeunes aussi, pas moi. Vous pas considérez que vous êtes la relève? La jeunesse malienne est la relève, quoi qu'il se passe. C'est la jeunesse malienne qui a renversé Modibo Keïta, c'est la jeunesse malienne qui a renversé Moussa Traoré. La jeunesse malienne, quoi qu'il se passe, est la relève. Est-ce qu'on peut redouter de votre collectif un printemps arabe équivalent au Mali? Mais le printemps arabe signifierait qu'il n'y a pas de démocratie au Mali. Il y a une Assemblée nationale élue qui est légitime aujourd'hui. Pourquoi se lèverons-nous pour réclamer un printemps arabe? Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes un mouvement pacifiste, nous sommes un mouvement républicain et nous sommes un lobby. Nous nous battrons à coups de rencontres, etc. Nous ne sortirons pas dans la rue parce que ce n'est ni dans nos intérêts à nous, ni dans les intérêts du Mali. Abdoulaye Jourdan, vous avez un nouveau message adressé au président, au Premier ministre, aux gens, aux personnes du gouvernement, ceux qui vous regardent ce soir, là, ils vous regardent ce soir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Très simplement. Vous aviez lancé, il y a quelques mois, rappelons-le, cette lettre ouverte. Là, vous avez un message à leur dire, à leur adresser? 3 choses. Première chose, les élections sont impossibles en juillet. Reportons-les en novembre, voire en décembre. Deuxième chose, pas de négociation avec les criminels du MNLA. Aucune négociation possible et inimaginable. Troisième chose, il faut que les jeunes aussi puissent avoir du travail, que ce soit dans l'administration publique ou dans les entreprises privées. Aider les jeunes à sortir du chômage, aider les jeunes à avoir une éducation de qualité. Dites-moi, Abdoulaye Jourdan, rappelons quand même que les Maliens en France représentent environ 1 million de Maliens vivent de l'extérieur du Mali, d'accord? Parmi eux, 90 000 expatriés en France. Vous m'arrêtez, c'est 90 000, 100 000. 90 000 minimum, au minimum 90 000. Je pense qu'on est à dont 200 000. 6 000, voire peut-être même d'ailleurs 10 000 sur la ville de Montreuil. D'ailleurs, même la ville de Montreuil qui lui a valu, je dirais, cette ville-là, la banlieue, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est le département du 93, la deuxième ville malienne dans le monde après Bamako. Tout à fait. Tout à fait. Alors, dites-moi, vous avez alerté François Hollande, le président français? J'ai été reçu à plusieurs reprises, que ce soit au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, et dès l'an dernier, lorsque, à la différence de bien d'autres, nous avons su que la solution des armes était la seule. On a été reçus et on a demandé à ce que l'armée française, les armées occidentales viennent nous aider. C'est curieux parce que des gens de votre collectif, des personnes de votre collectif ont dit « Grâce à la France, nous allons enfin dormir tranquille ». Tout à fait. Comment on peut l'a déclaré à Afrique.com. Qu'est-ce qu'il faut y traduire dans ce message-là où nous allons dormir enfin tranquille? Comme si c'était le chaos, la psychose. Mais effectivement, n'oubliez pas que cela a été déclaré par un de nos responsables juste après l'intervention militaire française. Absolument. Des femmes ont été violées à Gao, Kidal et Tombouctou. Exact, des mains ont été coupées, etc., etc. Et il faut le condamner. Kona a été prise. Mopti a failli être pris. Et j'en passe. Oui, effectivement, nous pouvons dormir tranquille parce que l'armée française nous a aidés à libérer le nord du Mali. Même si nous devons libérer Kidal demain, l'armée française nous a permis de libérer les 3/4 du pays. Certains parlent d'ingérence. Vous répondez quoi? Lorsque la France s'ingère, lorsque la France, en tout cas, certains disent que la France n'a pas à s'ingérer dans les affaires au Mali, africaines notamment, et plus précisément au Mali. Vous répondez quoi? Et justement, vous allez réclamer à François Hollande de l'aide, de l'accompagnement. Très simplement. Et certains vous tapent en vous disant, mais attendez, la France n'a pas à s'ingérer. Oui, effectivement, les panafricanistes, les personnes qui se disent panafricanistes, etc., nous ont tapé dessus. Mais moi, je reprends le discours du président Hollande. Lorsqu'il est parti à Bamako, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en 14, les Africains sont venus aider la France. En 40, les Africains sont venus aider la France. Il fallait un retour. On a eu le retour. C'est le retour d'ascenseur de la France vers le Mali. C'est un peu Beaucoup comme de ça Maliens arrange. Ça nous arrange pas. Abdoulaye Jourdan. Dire que ça nous arrange, je ne dirais pas. Mais il y a eu un retour d'ascenseur. Et c'est ce qui se passe, aujourd'hui. Votre collectif, le Rassemblement des jeunes maliens, des jeunes du Mali, pardon, sont soutenus par l'Élysée? Je ne dirais pas soutenus par l'Élysée. On a un mouvement de la société civile et on a des relations, des relations amicales avec le palais de l'Élysée, avec la Maison Blanche aux États-Unis, avec le département d'État. Parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de bruit, vous. On fait beaucoup de lobbying. On exerce un certain lobbying. J'ai pu remarquer qu'effectivement, vous aviez un véritable poids. Mais est-ce que vous espérez un jour être reçu par le président malien? Lequel?
celui de transition en ce moment? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on n'a pas fait la demande. On n'a pas demandé. Pourquoi? Pour quelle raison vous ne voulez pas faire la demande? Pourquoi? Peut-être que la négociation passe par le président actuel. Oui, effectivement. Les négociations passent par le président Diokounda Traoré, président de la République. Pourquoi on n'a pas fait la demande? Parce qu'on pense que Diokounda Traoré est une personne occupée. Il doit résoudre les problèmes au nord. Il doit faire en sorte que les élections soient... Pardonnez-moi, Abdoulaye Jourdan, mais là, vous parlez un peu à sa place. Vous dites qu'il est occupé. Enfin, là, vous parlez un peu pour lui. Oui, effectivement. Pourquoi ne pas lui faire la requête, vous, en tant que secrétaire général adjoint? Pourquoi pas? On verra bien. Peut-être que ça va faire avancer votre chantier. Comme vous le dites, pourquoi pas? Mais je pense que le président Diokounda Traoré, c'est déjà ce que la jeunesse réclame, c'est déjà ce que les partis politiques réclament, c'est déjà tout ce que le Mali réclame. Alors, il fait tout le monde lui tape sur les doigts, entre guillemets. Beaucoup de personnes lui disent qu'on veut la libération de Kidal, qu'on veut un report des élections. Le président Diokounda voit cela. Et je pense que c'est un homme très sage. Alors, peut-être est-ce utopique, Abdoulaye Jourdan. Est-ce que vous pensez que le Mali est prêt pour les élections? Les élections prochaines en juillet? Aujourd'hui, malheureusement, sans langue de bois. Le Mali n'est pas prêt pour les élections en juillet. Le Mali n'est pas prêt. Le Mali n'est pas prêt. Le Mali n'est pas prêt pour les élections en juillet prochain. On est à 1 mois et demi, même pas. On a 1 mois et 1 mois et demi des élections présidentielles au Mali. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qui serait de se produire si les élections se tiennent? Si les élections sont bâclées, seul Dieu le sait. Mais on peut craindre le pire. Il y a eu quelque chose en Côte d'Ivoire qui n'était pas du tout prévu. On espère, on prie chaque jour que cela ne se reproduise pas au Mali. Il faut se donner le temps de faire une transition longue ou courte, quelle que soit la transition. On n'est pas Madagascar, on n'est pas Andy Rajolina. On ne va pas faire une transition de 3 ans, mais 1 mois, 2 mois, voire 3 mois de plus sur la vie d'une nation, sur 50 ans, cela représente rien. Quels sont les chantiers d'urgence, là, maintenant, pour reconstruire le Mali? Très simplement. Tout d'abord, avant de parler de reconstruction, il faut libérer tout. Il faut libérer la région de Kidal. Deuxièmement, il faut reconstruire l'armée. Il faut réconcilier l'armée. Il faut que les bérets rouges et les bérets verts se réconcilient encore plus. Il faut que les bérets rouges, prisonniers encore aujourd'hui, soient libérés. Et j'en passe. Troisièmement, il faut que l'administration retourne au nord. Alors, dernière question, Abdoulaye Jourdan, ça va très vite. À quoi vous aspirez au juste? C'est-à-dire? J'aimerais comprendre. C'est vrai, vous êtes secrétaire général adjoint de ce mouvement, des rassemblements des jeunes du Mali. Est-ce que votre demande... Je vais aller très direct. Oui. Est-ce que vous attendez d'avoir un poste ministériel? Je suis trop jeune pour ça. Je suis vraiment trop jeune pour être ministre. Directeur de cabinet. Je suis prêt à servir le Mali. Conseiller spécial auprès du président, du futur président. Je suis prêt à servir le Mali d'une manière ou d'une autre, mais je suis jeune. Là, vous faites votre politique, Abdoulaye Jourdan. Je suis conseiller spécial au palais auprès du futur président. Je suis jeune et je veux finir mes études. Est-ce que conseiller spécial, vous voulez... Est-ce que si on vous propose d'être conseiller spécial auprès du futur président, quand je serai plus, vous acceptez ou vous refusez? Quand je serai plus vieux, pourquoi pas? Vous acceptez ou vous refusez? J'attends de finir mes études. Quand je finirai mes études, Abdoulaye je viendrai vous répondre. On vous propose d'être conseiller spécial auprès du futur président. Vous acceptez ou vous refusez? Comme je vous le dis. J'attends de finir mes études. Quand mes études finiront, ça y est, vous êtes déjà formaté. Vous faites bien la chose politique en tout cas. Abdoulaye Jourdan, allez, c'est parti. Comme tout le monde, tous nos invités, ils subissent le 5 questions en 10 secondes. C'est parti. L'Afrique en un mot. Attention, Abdoulaye Jourdan, en un mot. Union. L'Afrique, quelle priorité? En un mot. Développement. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Faim. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Attention à ce que vous allez dire. Je ne peux pas répondre à un mot. Je ne peux pas répondre à un mot, malheureusement. Mais j'espère que tous les pays africains seront libres et démocratiques. Pour celles et ceux qui vous regardent ce soir, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout à fait. Que Dieu bénisse le Mali. On vous propose d'être conseiller spécial, vous acceptez? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ça va, on a commencé à évoluer quand même. Abdoulaye Jourdan, il est le secrétaire général adjoint du Rassemblement des jeunes du Mali. À suivre, attention de très près, c'est un mouvement qui gagne, qui est un véritable lobby, qui a un véritable poids en tous les cas et qui pèse aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation, Abdoulaye Jourdan. On vous retrouve la semaine prochaine. Je vous le rappelle à vous tous. Vous savez, vous pouvez commenter sur la page Facebook Ça fait débat, continuer à réagir. Et puis sur CF Débat, vous savez, c'est sur Twitter. Merci à vous. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao, ciao.